Toi et moi dans une cage, qui gagne? Si on rentre dans la cage, c'est un gros combat. Moi j'ai vu des mecs perdre par KO, arriver dans le vestiaire, ils sautent à la corde. Mais lui il est foutu. Ah, il comprenait rien. Dans la rue, ça dure jamais 12 rounds. Même si je suis au sol, moi ce que j'aime bien faire, c'est frapper. Et je sais pas qu'il y a son copain derrière qui a une bouteille qui vient me l'éclater sur la tête. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Gaetano Pirello, combattant MMA, l'un des seuls Belges à avoir été combattant UFC, champion du monde et d'Europe de boxe thaï. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tu vas pas me mettre des coups aujourd'hui, ça va, on est tranquille là? Non, il n'y a pas de cage, il n'y a pas de gants, donc tout va bien. Ok, ça va, je suis rassuré. Pourquoi le surnom El Tigre? En fait, El Tigre, quand j'étais plus jeune, mes copains d'entraînement et tout ça, ils m'appelaient Il Gatino d'Or, ça veut dire le chat d'or. Et alors, avant le championnat de Belgique, moi je détestais qu'on m'appelait comme ça. J'avais 18 ans et très gros tournoi à l'époque. Je gagne le premier combat par KO et je dis aux autres, ils disent El Gatino, Gatino. J'ai dit les gars, si je gagne ce tournoi, vous allez m'appeler le Tigre. Et j'ai gagné le tournoi. J'ai été champion de Belgique et donc depuis mes 18 ans, c'est El Tigre. Et les gens, ils me connaissent plus sous le nom de El Tigre que Gaetano. Et là, c'est quoi un petit peu ton prochain combat? J'ai été blessé pendant 2 ans. Et pour revenir, il y avait un combat qui me tenait à cœur. J'ai affronté 2 fois ce gars. Et j'avais gagné une fois par KO. Et il avait gagné une deuxième fois. Au-delà du combat, au-delà de revenir dans la compétition, je me dis, oh, il faut que je fasse ce combat avant que lui, il était un peu plus âgé. Je me dis, on sait jamais que lui, il arrête ou quoi. Après, je suis parti en Thaïlande, j'ai combattu en Thaïlande. Et voilà, parce que ma passion, c'est aussi beaucoup la boxe thaï. Et en fait, j'avais pour but de recombattre en boxe thaï. En attendant de revenir en MMA, qui est une préparation beaucoup plus lourde. Les combats sont plus longs et c'est beaucoup plus complet. Je peux pas faire un combat où on dit, oh ben voilà, je vais faire un petit combat. Il n'y a plus de petits combats. Ouais. Il n'y a plus. Si on rentre dans la cage, c'est un gros combat. Voilà mon prochain combat, du coup, ce sera sûrement en boxe thaï, en attendant de revenir dans une grosse organisation. Et donc voilà, moi ce que je sais, c'est que je veux être à 100%. Quand je serai à 100% à ce moment-là, je me poserai ces questions-là. Okay, je ne me pose pas ces questions-là avant d'être à 100%. Et là, tu te sens pas encore prêt du coup? Je ne me sens pas encore prêt à reprendre le haut niveau, on va dire. Comment est-ce que tu prépares un combat MMA? Il faut manger, dormir et vivre MMA. C'est toute la journée, toute la nuit, toute la vie. Pourquoi? Parce que chaque chose pour un combat de MMA, ça compte. Ça veut dire que le mode de vie, ce qui se passe dans la tête, tout doit être focalisé sur le combat. On ne peut pas dire, oh, je vais courir, je sais pas si je cours 30 ou 40 minutes. Non, c'est d'être très précis. Ouais. Moi, je pense que, voilà, on est en Belgique, et pour combler le manque du niveau des Américains ou des Brésiliens, allez, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Pour combler ça, on doit s'entraîner et on doit être beaucoup plus focus qu'eux, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour. Okay. Ça commence. J'ai l'impression qu'en 3-4 ans de temps... Ah ouais? Ça a bien évolué? Ouais, si pas 2. Tout le monde s'intéresse et du coup, les infrastructures augmentent, le niveau augmente. Voilà, ce qu'on n'a toujours pas, c'est des mecs qui ont 20-30 ans d'expérience en MMA. Nous, on arrive ici, c'est nous les plus anciens. Il faut avoir un cerveau pour dire, voilà, lui m'apporte ça, lui m'apporte ça, il m'apporte ça, et moi, je dois coller tout ça. Aux États-Unis, on arrive dans une salle, et le gars dit, oh, va chez lui, va chez lui, va chez lui, c'est bon. Tandis que nous, on va dire, bon, chez qui je vais aller? J'arrive pas à faire ça, il faut que j'aille voir un mec qui m'aide là-dedans, etc. Et on doit se tracasser tout le temps. C'est pour ça qu'on doit... C'est beaucoup plus compliqué que les autres. Ok. Comment tu t'es lancé dans le MMA? Moi, j'ai commencé par le Kung Fu quand j'étais tout petit, quand j'avais 5 ans, avec mon grand frère. Ma mère voulait qu'on fasse des arts martiaux, et du coup, elle nous a mis au Kung Fu, mais parce que c'était voilà, je vais faire des sports de combat, il y a ça, on y va. Et donc c'était ça, avant tu voulais faire un sport de combat, tu vas où? Dans une salle où on fait des sports de combat, tu sais même pas ce que tu fais. Moi j'ai fait du judo quand j'étais petit. Ouais, mais c'est top. Ceinture verte. Attention. Ça c'est bien aussi, mais c'est très bien. Ça aide pour les MMA par exemple. Mais le Kung Fu, ça n'aide pas pour les MMA, mais par contre ça apporte une discipline. Okay. Et du coup, là il y a un pote qui m'a dit, écoute, il y a mon parrain, il va ouvrir un truc, etc. Et puis voilà, à 14 ans, j'ai commencé les MMA, mais déjà en tête de me dire, je veux faire du MMA. Okay. À 13 ans, j'avais en tête. Et tu voulais déjà que ce soit professionnel? En fait, parce que là j'ai compris, à 13 ans, j'ai compris que c'était possible de faire du MMA, que c'était pas juste à la télé. Est-ce qu'on peut dire que le MMA, c'est le sport de combat le plus complet de tous? Oui, c'est à 100%, c'est le plus complet. En sport, après voilà, c'est pas la rue, parce qu'il y a quelques règles qui vont changer un combat qui vont changer par rapport à la rue. S'il y avait les doigts, on pouvait utiliser les doigts. Mais il n'y a plus de combat, on crève un œil et voilà. Est-ce que tu pourrais faire une petite liste des règles justement qui sont interdites dans un combat de MMA? Mais du coup, pas de coups dans les parties, on ne peut pas frapper dans la colonne. Donc à part tout ici, on ne peut pas. C'est dangereux. Pas de coup de boule. Derrière la tête? Et le côté, on peut. Le haut, on peut, mais pas là. Okay. On peut mettre des coups au sol, mais pas de coups de pied ni coups de genou au sol. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit peu nous préciser ta catégorie quand tu combats en fait?
J'ai un peu Quelle est ta catégorie? J'ai un peu surfé dans les catégories. Bon, on fait tous ça en fait. On commence tous un peu plus lourd, puis après on dit bon, ce serait bien descendre. Ah, on commence plus lourd et on descend. Souvent parce qu'on essaie de pas faire de régime au début. En amateur, on fait pas de régime, on est pesé le jour même. Par exemple, je vais vivre à 70 et je vais combattre à 61 kilos. 61? Mais toi, tu passes combien par exemple? Moi, en poids de forme actuellement, c'est 69 et je combats à 61. Donc il y a une différence de 8 kilos quand même. Et c'est encore raisonnable par rapport C'est à vrai certains d'autres. Question un petit peu plus personnelle maintenant. Quelle est ta plus grande qualité de combattant? Moi, je pense que c'est le mental. Ma force mentale vaut plus que ma force physique et que tout le reste. Tu as une vraie discipline en fait. C'est ça que tu disais au début, c'est que si c'est 1 heure de course, ce ne sera pas 59 minutes. Allez, moi, j'ai toujours fait du sport de combat et j'ai toujours eu cette discipline. Il n'y a pas une fois où je dis c'est le moment de prendre une pause. Jamais. Je pense que personne n'arrive quelque part en hésitant. Et ta plus grande fierté dans toute ta carrière de combattant, ce serait quoi? Pour moi, c'est d'avoir été là où j'ai eu envie d'aller. J'ai jamais annulé un combat. J'ai combattu avec une cheville cassée. T'as déjà combattu avec une cheville cassée? À ne pas reproduire, les amis. Des entorses, des trucs. Et avec la cheville cassée, comment t'as fait pour combattre? Je sais pas. Tu boitais quoi? T'as gagné ce combat-là? Non. Allez, par exemple, pour la boxe thaï, et en fait, c'est une carrière en parallèle. Donc, c'est 2 carrières en même temps, et c'est 2 histoires différentes. Et j'ai réussi à mener les 2 histoires en même temps. J'ai eu des très bons entraîneurs derrière moi, j'ai eu des gens compétents, j'ai eu un bon manager, j'ai tout eu. Ils ont été derrière moi parce qu'ils ont vu que je méritais le potentiel. Parce que j'étais là. Pas une question je méritais. Une question je méritais parce qu'ils ont vu que je faisais les efforts pour. Maintenant, à l'inverse, quelle est ta plus grande faiblesse? Moi, je pense que c'est de prendre les choses trop à cœur. En fait, de prendre trop les choses à cœur, des fois, ça fait je peux pas perdre, je peux pas perdre. Et du coup, on se met un stress qu'il faut pas avoir. Quand tu te mets trop la pression, en fait. Je pense que ça a été une faiblesse pour moi, de me dire je peux pas perdre, je peux pas ça, mais en ayant confiance. Parce que si on s'en fout, on gagne pas. Si on n'est pas à 100%, on gagne pas. Ouais. Toi et moi dans une cage, qui gagne? Toi. Allez, c'est parti. Je te laisse l'honneur, franchement. Question un peu plus générale, s'il y a des jeunes ou quoi qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer eux aussi dans le MMA? Le MMA, c'est pas une mode. Moi, je pense que tout, c'est vraiment d'essayer, mais d'avoir un bon état d'esprit quand on commence. Quand on commence, le MMA, c'est pas naturel. Ah ouais? C'est impossible d'être fort en MMA sans avoir appris. C'est pas quelque chose d'instinctif. Ouais, c'est vrai. C'est impossible de savoir lutter juste en regardant des vidéos ou en disant oh non, je sens que je suis fort. Non. Si tu devais avoir une préférence, tu préfères être au sol ou bien Moi, mon atout, c'est les genoux et les coudes. Donc voilà, même si je suis au sol, moi, ce que j'aime bien faire, c'est frapper. Mais maintenant, c'est clair que j'ai commencé le MMA à 14 ans. 16 ans que je fais de la lutte et du sol. Je peux pas être nul. Donc, il y a un moment donné où... Et surtout, comme j'ai tout le temps été passionné de boxe thaï, etc., j'ai fait plus de lutte et de sol que de la boxe. Ok. Et à un moment donné, je me rendais compte, je me dis, mais en fait, je faisais statistique. Et je fais 10% de boxe. Et tout le reste, maintenant, c'est que de la lutte, etc. J'ai remarqué parce qu'il y a un moment donné, j'ai vu que mon niveau en boxe descendait. Et je dis, ok, voilà pourquoi. Et tu t'entraînes, pour avoir une idée, tu t'entraînes combien d'heures par jour? C'est pas une question d'heures. C'est pas genre, voilà, c'est 4 heures par jour, non. Mais en général, je m'entraîne 2 fois par jour. Le matin et j'imagine le soir. Ouais. Une question que je voulais te poser, c'est un peu on va dire, un trait ou une caractéristique qui revient chez plusieurs combattants qu'on peut voir en tout cas dans le monde professionnel, c'est les oreilles. Mais en fait, c'est la lutte, tout simplement. C'est les œdèmes, c'est dû au frottement et au cou, bien sûr, mais c'est beaucoup les frottements où le sang se met entre le cartilage et du coup, ça fait un œdème, donc ça gonfle. C'est définitif ou bien ça peut se remettre? Non, ça se remet pas. Ça se remet pas? Touche. Je peux toucher? Ah ouais, c'est gonflé en fait. Ouais, c'est super dur. Quand on lutte, on est vraiment collé au gars, on a vraiment la tête collée à lui. Et du coup, le gars, il arrache comme ça. Et donc, ça fait comme un bleu. Comme ça gonfle, comme si maintenant je te mettais un coup dans ton tibia, tu vas avoir un œuf. C'est un œuf à l'œil. On va éviter. Un œuf à l'oreille. Qui dit sport de combat, dit, on va dire, connaissance dans le combat en général. Est-ce que tes capacités à te battre servent aussi en dehors des combats officiels? Ou bien est-ce que c'est vraiment un mythe de se dire que le combattant de MMA, il balaye tout le monde? Dans la rue, c'est l'instinct. Moi, j'ai travaillé 10 ans en sécurité. Ah, ok. Et donc, j'ai fait aussi de la protection. Pour ma part, ça m'a beaucoup servi. Mais maintenant, j'ai tellement fait ça depuis que je suis petit, je sais pas. La boxe, ça fait partie de moi. Okay. Donc, je sais pas, mais moi, je pense quand même que ce qui va changer pour un boxeur dans la rue, c'est qu'il est habitué à prendre des coups. Et donc, un mec, quand il prend un coup de poing, il va tourner la tête. Et nous, quand on prend le coup de poing, on ne cligne même pas des yeux. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est qu'on a l'habitude. Et les gens, on est familier à ça. À un truc, à un stress aussi. Quand on combat devant 10 000,
personnes minimum, des fois beaucoup plus. On a l'habitude du stress. Un mec qui est là, qui est en train de se battre, il est stressé, il est pas bien. Ouais. On a beaucoup plus l'habitude. Au coup, c'est familier pour nous les coups. Ouais. C'est normal, on fait ça toute la journée. Mais attention, par exemple, un mec, je frappe quelqu'un, je me mets dessus, je commence à frapper. Et je sais pas qu'il y a son copain derrière qui a une bouteille qui vient me l'éclater sur la tête. Quelle est alors la meilleure façon de réagir face à un agresseur? La première chose qu'il faut faire, je pense que c'est calmer. Ouais. Calmer, dis écoute, je suis ici, pourquoi tu vas m'embrouiller? Moi je suis là ici, je viens gagner juste ma tartine, mec. Ouais. T'es là, tu veux faire la guerre avec moi, pourquoi tu fais la guerre? Tu parles avec et t'apaises en fait. T'appelles le truc et puis tu dis, ouais, c'est vrai, pourquoi on va se battre? Tu te faisais souvent agresser, toi, quand t'étais... Non. Quand on travaille comme ça, c'est la prestance qui va faire. C'est pas une question de taille. Moi, j'étais le plus petit, les autres, ils arrivaient, moi, ils avaient 150 kilos, avec des bras énormes. Et les gens me respectaient autant. Quand il y a de l'alcool, c'est plus la même histoire. On peut pas parler avec un mec qui a bu. On peut pas lui dire, ouais, tu sais, non, le mec, il comprend plus rien. C'est compliqué, ouais. Si tu paniques, tu vas rien savoir faire, en fait. Ouais. Analyser les choses et réagir avant que ce soit premier, trop en fait. tard. Faut réagir en premier. On dit souvent que le premier qui réagit, dans un combat de rue en tout cas, il y a des fortes chances qu'il ait l'avantage, quoi. Souvent, parce que c'est ça la rue. Il n'y a pas un arbitre pour séparer. Un combat dans une cage, il dure 15 minutes, 12 rounds en anglaise. Dans la rue, ça dure jamais 12 rounds. Ah ouais, non. Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite parce que c'est quelques secondes. C'est la rue. Ouais, c'est quelques secondes. Et c'est pour ça qu'il faut réagir très vite. Un truc qu'on entend beaucoup aussi, malheureusement on ne peut pas le choisir, c'est qu'on dit souvent, lui il a plus l'avantage parce qu'il est grand en taille. En fait, ce qui compte, c'est pas la taille, c'est l'allonge. C'est ça qui va faire qu'on va toucher l'adversaire avant. Un mec qui est grand, si on le colle, mais lui il est foutu. Et quelqu'un qui a des longs bras est moins puissant qu'un mec qui a des bras plus courts. Ceux qui font du bench comme ça sont des bras courts. Ceux qui ont des longs bras, comme un basketteur, il va jamais savoir faire lourd au bench, quoi. Il va jamais savoir prendre lourd au bench. Chacun a son truc. Et maintenant, c'est chacun, est-ce qu'il sait utiliser ses armes ou pas? Si on prend un poids lourd contre un poids léger... Il y a eu des super... Mais j'en ai déjà vu, ouais, j'ai déjà vu des extraits. Voilà. J'ai déjà vu des extraits avec pas de catégorie, etc. Mais en fait, le gars plus lourd, ça dépend toujours la différence, encore une fois. Différence de 10 ou de 30 kilos, c'est différent. Mais le plus petit, il sera plus rapide. Le plus lourd sera plus lent. Mais le plus lourd, il ne faut pas qu'il le touche. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Et c'est pour ça que c'est au gramme près. C'est au 100 grammes. Pour rigoler avec des potes, moi, on se demande souvent, nous, si on devait être dans des catégories dans lesquelles on serait, tu vois. Enfin voilà, on se pèse, on se mesure et tout ça. Et c'est quoi la catégorie, par exemple, du poids moyen, poids léger, poids lourd? En fait, c'est... Moi, j'ai envie de savoir dans quel truc je serais, moi. En MMA, évidemment, oui. En MMA, c'est 57, 61, 66, 70, 77, 84, 93 et plus de 100. Ok, donc, par exemple, moi je fais 80, je serais dans... 77. Moi, par exemple, je reste toujours au même poids. Toujours? Toujours. Pour moi, prendre aussi du poids, c'est super compliqué. Ah ouais, on a le même problème, là. Ouais, c'est super compliqué, mais pareil. Pour en perdre, c'est aussi super compliqué. Donc, en régime, je perds très peu. Tu bois combien de litres c'est combien de litres d'eau que tu dois boire Secret. C'est un secret? Mais beaucoup, ouais. Beaucoup, hein? Ah, je savais pas que c'était un secret, ça. Beaucoup trop. C'est vrai? Mais ça fatigue de boire autant, là. Déjà, on peut pas sortir, on reste la journée aux toilettes. Pourquoi c'est secret? Pour pas que les gens le fassent. C'est pas secret pour pas dire le mode d'emploi. Mais... Ok. Mais c'est dangereux en fait, faut être encadré. Faut pas faire ça comme ça. Non. Et donc c'est... Ne buvez pas trop d'eau les amis, calmez-vous là. On ne boit jamais plus d'1 litre d'eau par heure. Déjà ça a l'air beaucoup quand tu dis ça comme ça, 1 litre d'eau par heure. Il faut jamais boire plus d'1 litre d'eau par heure. Oh non. C'est pas bon. Je trouverais ça intéressant que tu définisses pour de nouveau les gens qui connaissent pas. Est-ce que tu peux définir ce que c'est vraiment un KO? En fait un KO c'est... Donc voilà, on a le cerveau dans la boîte crânienne qui est là, il y a un liquide entre-temps qui équilibre. Et en fait, on prend un coup, qui est justement le cerveau, donc quand on bouge, le cerveau fait ça. Et en fait, quand on prend un coup et on ne se l'attend pas, mais la boîte crânienne est là, et le cerveau bouge et vient taper contre la boîte crânienne. Ah, donc c'est quand le cerveau... C'est pour ça que ça éteint la lumière. Ah ouais. Donc c'est quand vraiment le cerveau... C'est très simple, c'est juste boum, et on éteint la lumière. Et puis c'est fini, quoi. Moi, j'ai vu des mecs perdre par KO, arriver dans le vestiaire et sauter à la corde. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je m'échauffe, je vais combattre. Non. Il comprenait rien. Écoute, viens t'asseoir. Ah, il comprenait plus rien. On va te dire un truc. En fait, t'as combattu et t'as perdu, etc. Il dit, mais les gars, vous êtes fous. Pourquoi vous me faites une blague? Je vais combattre. Ouais. Ouais. Ah, donc un chaos, ça peut te faire terminer, quoi. Je me rappelle d'un truc, par contre. Tu m'as demandé si toi et moi dans la cage, ça ferait quoi? Mais en fait, je viens de me rappeler qu'on a déjà fait ça. Je m'en souviens très bien ce qui s'est passé. On ne le dira pas, mais je vous laisse faire les pronostics dans les commentaires. Qui gagnerait entre lui et moi? Je
pense que la question est Je très bien pense qu'on a la répondue. vidéo. Je tiens à dire que j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vraiment trop kiffé ce podcast. Merci, ça va. Bien sûr, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Suivez-le de près forcément, puisque je pense qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Comme on l'a dit tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres thématiques de podcast, bien sûr, j'attends vos avis. Je te fais un check. Un C'est grand bon, merci mon à ami. toi. À bientôt. Ciao, ciao.